déjà, bonjour à tous. Je suis Lorraine Goumeau, je suis aux manettes de l'émission Tout pour investir sur BFM au quotidien. Et on va prendre un gros quart d'heure, 20 minutes avec une de mes invitées régulières, Valentine Baudouin. Bonjour Valentine. Bonjour, enchantée. Qui est une ancienne avocat. Mais je vais te laisser te présenter et on va se dire tu comme dans la vraie vie parce qu'on est dans une logique très directe. Tu vas nous coacher sur les enjeux de la démocratisation du private equity. On va plutôt être en B2B dans cette séquence et je pense que c'est important de commencer par ton profil, Valentine. Avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Valentine Baudouin. Je suis ravie d'ouvrir cette séance de plénière. Donc, en effet, je suis une ancienne avocate. Donc, j'ai commencé, en fait, j'ai suivi un peu le mouvement de démocratisation du private equity. J'ai commencé en marché de capitaux. J'étais avocate en IPO. Donc, vous pouvez vous en douter, c'était avant 2008. J'ai commencé ma carrière en 2007. Et en fait, j'ai suivi finalement énormément de tendances de l'épargne. J'ai ensuite été en hedge fund, j'ai été en banque privée. Et maintenant, je conseille principalement des acteurs du private equity ou des fintechs qui souhaitent mettre vers le retail un certain nombre de stratégies d'investissement. Le mot retail est important parce qu'on va parler de la démocratisation du private equity et on va un peu soulever le capot avec toi parce que la démocratisation, elle a plusieurs conséquences, elle a plusieurs domaines d'application. D'abord le côté réglementaire, mais aussi le côté digital qui occupe une grosse partie de ton chantier et du chantier de tes clients ou des gens que tu conseilles. D'abord, explique-nous comment tu perçois et comment tu expliques ce phénomène de démocratisation du private equity. En B2B, qu'est-ce que ça signifie ? Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait eu la même conférence il y a 10 ans, on aurait parlé de désintermédiation. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on était fléché vers l'épargne. Il faut que les épargnants investissent directement dans les sous-jacents. Et maintenant, on parle de démocratisation. Qu'est-ce que ça veut dire démocratiser ? Ça veut dire donner accès à une population, les épargnants retail, qui n'avaient pas accès avant. Seuls les institutionnels y avaient accès. Et donc, il faut repenser les produits, il faut repenser les enveloppes, il faut repenser les contraintes et il faut repenser aussi, en effet, les outils qui vont permettre tout simplement de souscrire. Ce n'est pas la même chose de créer un fonds dans lequel il va y avoir 40 investisseurs institutionnels que de créer un fonds dans lequel il y aura des milliers d'épargnants qui peuvent souscrire de façon evergreen. Et donc, pourquoi on parle de digitalisation ? C'est qu'en fait, on est vraiment dans un mouvement dans lequel le digital va accompagner également cette démocratisation, mais également beaucoup d'autres sujets qu'il faut penser quand on souhaite aller vers ce mouvement. Moi, j'ai peut-être un sujet qui va être un peu trop B2C pour toi, mais le premier sujet de démocratisation et de digitalisation que j'imagine, c'est le côté montant minimum dans lesquels maintenant on peut investir en tant que particulier. Donc, quand on est quand on offre des produits, comment on assure des garde-fous alors qu'on parle de montants parfois dérisoires sur des investissements sur les plateformes de PE, par exemple, autour de 1000 ou 100 euros. Et c'est pour ça que c'est important, parce qu'on parle de démocratisation du private equity, mais il y a une pluralité d'offres quand on ouvre un peu, justement, je reprends tes termes, quand on ouvre le capot. C'est-à-dire que c'est très différent d'investir 1000 euros sur une plateforme de crowdfunding ou d'investir 1000 euros dans un fonds LTIF qui va vous donner accès à des stratégies de gérants de private equity en infrastructure, en dette, etc. Il y a des stratégies qui sont illiquides par nature, vous avez des stratégies qui sont plus liquides, il y a des stratégies qui vont être rendues liquides. Et ce qui est important plus que le montant, parce qu'en fait, si on ne regarde que le montant en disant à l'épargnant, vous avez 1000 euros, investissez-les, c'est peut-être pas pensé. Et en fait, il faut éduquer. Et donc, en fait, il faut surtout comprendre qu'est-ce qu'on fait avec ces 1000 euros. Dans les enjeux d'adaptation digitaux, est-ce que tu peux nous lister quelques problèmes que tu aides tes clients à régler ? Oui, bien sûr. Je vais prendre un exemple, c'est-à-dire qu'en fait, on a notamment des enveloppes réglementaires qui nous permettent maintenant, et il y a une innovation réglementaire, on n'en parle pas assez souvent, mais le travail du régulateur, et que ce soit au niveau local ou européen, a été absolument extraordinaire. Donc vous avez des véhicules maintenant que vous pouvez avoir accès à partir d'en effet 1000 euros. Une fois qu'on a dit ça, et donc vous avez des véhicules notamment qu'on peut commercialiser dans l'Europe entière, donc des fonds luxembourgeois par exemple. Néanmoins, les process de souscription pour quelqu'un qui mettrait 1000 euros n'ont pas été repensés. Il faut que vous adressiez à un transfer agent, que vous ouvriez un compte quelque part. Il y a un bulletin qui fait littéralement 200 pages à souscrire. Et donc finalement, il faut repenser aussi ça. Donc un bon exemple, c'est tout simplement le premier contact avec le fonds, qui est l'onboarding. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait son KYC, son KYB, comment on souscrit, les parcours d'adéquation, les questionnaires digitaux. Est-ce qu'on va pouvoir donner un conseil humain à 1800 personnes ? Voilà, c'est autant d'exemples auxquels il faut penser. Il y a cette notion de fabriquer des nouveaux produits, des produits qui doivent être conformes. Conformes à quoi ?
quand on parle de ça, donc en fait, il y a souvent un terme qui revient, c'est la contrainte réglementaire qui ne permet pas d'aller vers l'épargne. Je pense que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que quand on y repense, finalement, reprenons ce mot de contrainte. C'est-à-dire qu'on se disait souvent, les produits, pourquoi les épargnants ne vont pas vers le private equity? Parce que c'est illiquide par nature, vous devez vous projeter sur 12 ans, vous devez répondre à des appels de fonds sans aucune prévision finalement, et vous avez peut-être, en tout cas, prenons, encore une fois, on est jargonneux dans le métier, donc prenons un mot jargonneux, vous avez un feeder qui investit dans un... Enfin voilà, c'est difficile à comprendre. Et donc finalement, tous ces nouveaux produits, et donc qui sont conformes, c'est qu'ils vont être conformes à un certain nombre de règles. Donc on peut penser notamment au label LTIF 2.0, au PCVM a très bien fonctionné, et en fait, il y a eu repenser quels doivent être, en tout cas les critères, je n'aime pas le mot contrainte, mais quels doivent être les paramètres pour qu'on puisse s'assurer qu'un épargnant retail puisse être exposé à des stratégies non cotées, tout en s'adaptant à des contraintes qu'on a au quotidien, c'est-à-dire qu'il faut avoir potentiellement de la liquidité, potentiellement pouvoir sortir d'un produit s'il y a des événements de la vie. Et donc voilà, conforme, c'est se conformer à des réglementations qui ont donné un certain nombre de paramètres. Quand on parle de démocratiser le private equity, on commence à penser un peu à l'assurance vie. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qui va se passer dans les prochains mois ou qu'est-ce que tu anticipes avec cette possibilité, notamment dans l'enveloppe de l'assurance vie, de mettre du private equity pour les acteurs B2B? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie repenser un peu comment est-ce qu'on fonctionne. C'est-à-dire que quand on est un grand gérant de private equity, encore une fois, on est habitué à faire un produit avec ce qu'on appelle, nous, des capital calls, donc des appels successifs. Et maintenant, on entend de plus en plus parler de ces fonds evergreen, accessibles au travers de l'enveloppe de l'assurance vie. C'est-à-dire des fonds evergreen, qu'est-ce que ça signifie? C'est que vous pouvez souscrire en permanence ou racheter en permanence. Alors, en permanence, il faut tempérer, puisque ce n'est pas forcément en permanence, mais c'est ce qu'on entend en tout cas, justement. Et c'est pour ça que c'est important de le tempérer aussi, mais vous avez tout un certain nombre de mécanismes qui vont permettre de faire en sorte que ça soit quand même adapté à la stratégie sous-jacente, qui est une stratégie qui est illiquide par nature. Donc rendre de liquide par nature liquide, c'est repenser également les paramètres. Et donc c'est presque de la gestion de projet, de savoir comment est-ce que vous allez transformer des stratégies, les adapter, les rendre éligibles à l'assurance vie. Alors encore une fois, la loi Industrie Verte a fait énormément et a défini tout un cadre qui est très adapté. Et donc voilà, c'est le début d'une grande période. Le début d'une longue période, et on réfléchit souvent hors caméra à quoi va ressembler la France des 10 prochaines années ou des 15 prochaines années. Tout à l'heure, avec Jean-Marc Daniel, si vous suivez notre antenne régulièrement, vous connaissez notre économiste, on défendait la théorie que dans 20 ans, tous les Français seront actionnaires pour pouvoir avoir une retraite. La démocratisation du private equity, est-ce que tu anticipes, Valentine, que ça pourrait amener plus de Français et de Françaises vers l'investissement, le private equity dans un premier temps, mais peut-être demain vers d'autres classes d'actifs? Est-ce que le private equity a la capacité à attirer des primo-investisseurs? Sans liaison, primo-investisseurs. Je l'espère, et en fait... On a commencé en parlant justement de démocratisation versus désintermédiation. Et c'est peut-être important de le rappeler, c'est-à-dire que il y a aussi des injonctions contradictoires finalement, c'est-à-dire qu'on vous dit les ETF versus la gestion active, en fait il vaut mieux souscrire un ETF parce qu'il y a moins de frais, et finalement quand on parle de private equity, je pense qu'en fait il faut redire, c'est un métier intermédiaire. Et donc en fait c'est un métier d'intermédiation, c'est un métier de conseil, c'est un métier de professionnel de l'épargne, qui est assez différent d'aller sur une plateforme et d'acheter une action parce que on dit, encore une fois je vais reprendre un mot jargonneux, on dit que l'UX est importante. Je ne sais pas si l'UX est importante. L'interface utilisateur. L'interface utilisateur. Et donc, peut-être que j'espère qu'on sera tous actionnaires demain de fonds de private equity, parce qu'en fait, c'est une classe d'actifs qui est assez performante sur les dernières années, dont les professionnels de la gestion et de l'épargne ont fait un travail formidable ces 40 dernières années. Et donc, c'est ça, démocratiser, c'est donner accès. Et en tout cas, les paramètres réglementaires sont là. Donc, j'espère qu'on le sera tous. Je laisse peut-être notre public, si vous avez peut-être une ou deux questions. J'aimerais, pour finir, te demander, Valentine, comment... Alors toi, tu es côté régulation, toi, tu es le conseil, tu es dans la machine, mais comment on fait pour concilier le cycle long du private equity avec l'attente des particuliers et peut-être ce déficit d'éducation financière où on se retrouve, où peut-être les CGP, les banquiers privés, les conseillers se retrouvent à gérer beaucoup de frustration, peut-être beaucoup d'allers-retours d'investissement de la part de clients qui attendent du rendement rapidement et qui n'ont pas cet horizon long que nécessite l'investissement finalement dans le tissu économique, dans les entreprises et a fortiori les entreprises qui lèvent des fonds
via le private equity. C'est aussi une question d'éducation, c'est-à-dire que LTIF, je le rappelle, c'est European Long Term Investment Fund. Donc le nom est littéralement parle de lui-même. C'est-à-dire que... Mais est-ce que le long terme parle beaucoup? Il faut que le long terme parle, parce que si on parle de classe d'actifs long terme, on ne fait pas une entreprise en 3 jours. On ne fait pas une entreprise en 3 jours. On ne fait pas un bon couscous au micro-ondes. C'est la même chose, en fait. Finalement, je vais prendre un terme assez facile. Une belle entreprise, elle se crée sur des dizaines d'années. Il faut la prendre. Merci beaucoup, Valentine. Valentine Baudouin, je précise que tu es chez toi, chez Reg Vantage, après une carrière d'avocat. Du coup, tu n'es plus avocat. Je ne suis plus avocate. Moi, je transforme la réglementation en processus opérationnel. Je suis dans les tuyaux. Est-ce que vous avez une question pour Valentine qui est dans le tuyau pour conclure? Est-ce que l'un de vous ou l'une de vous a une question? Sinon, je vous laisse échanger informellement ou formellement avec Valentine et je vous remercie de l'applaudir. Merci beaucoup, Valentine, d'avoir été là. Merci.